Bonjour, la capsule va être sur l'éthique du devoir de Kant. Donc, juste pour rappel, pour bien s'aligner, l'objectif des capsules, c'est pas de couvrir toute la théorie éthique, toute la perspective. On passera pas au travers de métaphysique des mœurs et tout ça. Je vais simplement aller chercher l'essentiel pour voir le fil conducteur de la théorie éthique de Kant sur le devoir pour ensuite pouvoir voir comment on peut l'appliquer. Donc, je présuppose quand même une lecture des notes de cours qui va vous donner un peu plus, mais en même temps, il y aurait eu des compléments en classe qu'il n'y aura pas. Pour se placer, perspective générale dans l'éthique du devoir de Kant, on est dans une perspective déontologique, c'est-à-dire que pour Kant, il s'agit de voir la manière de faire. Donc, perspective téléologique ou conséquentialiste, comme celle des utilitaristes, c'est l'objectif, le but, en évaluant les conséquences. Perspective de Kant, ce qu'on va voir là, c'est perspective inverse, c'est la manière de faire. Donc, premier élément, peut-être pour clarifier, c'est la notion de devoir. Ce que Kant appelle un devoir, c'est ce qui devrait être fait. Donc, le devoir, c'est pas pour Kant ce que la société nécessairement nous inculque ou nous transmet comme étant des devoirs, parce que Kant est conscient que l'idée même de devoir peut varier beaucoup selon les sociétés, selon les époques, mais même aussi à l'intérieur d'une même société, selon les familles, selon les classes sociales, et même à l'intérieur d'une famille, ce qui nous semble important, ce qui nous semble être un devoir, n'est peut-être pas un devoir pour notre frère, notre sœur, l'autre personne dans notre famille. Donc, première tâche de Kant, c'est d'essayer de préciser qu'est-ce qu'un devoir ou comment est-ce qu'on pourrait établir des devoirs. Ce que Kant vise, c'est ce qui devrait être fait parce que ça pourrait prétendre à une valeur universelle. Prétendre, ça ne veut pas dire que ça va être respecté, ça ne veut pas dire que ça va être le cas, mais c'est l'objectif de Kant. Donc pour ça, il va devoir se donner des critères et les critères sont assez simples. La façon qu'on va je les synthétiser, là, c'est un peu comme des filtres où il s'agit de voir si ça passe premier filtre, on s'en va au deuxième, si ça passe au deuxième, on s'en va au troisième, et ainsi de suite, si ça passe au travers de tous les filtres. C'est un devoir pour Kant. Si ça passe pas, c'est pas un devoir pour Kant. Donc, on va le réduire comme ça. Premier élément, peut-être pour mieux le saisir, c'est que Kant va faire une distinction entre deux impératifs. Donc, dans les notes de cours sur l'éthique du devoir de Kant, vous avez ça à partir de la page 35 et à la page 36, il y a une distinction, 36-37, là, il y a une distinction entre deux impératifs. Euh, Peut-être juste, donc pour clarifier les notions, un impératif, c'est quelque chose qui doit être fait. Si on dit c'est impératif de faire telle chose, c'est qu'on doit le faire. Donc, en termes de langage, un impératif, c'est un devoir. Donc, Kant veut essayer de clarifier, dans le fond, deux façons de saisir ce qui devrait être fait ou pourquoi on devrait le faire. C'est là qu'il va faire une distinction entre impératif hypothétique et impératif catégorique. Donc, vous avez ça, page 36, 37 dans les notes de cours. Et la distinction ici aide à saisir ce que Kant va entendre par devoir. Premier type d'impératif, ce qu'il appelle impératif hypothétique, c'est un impératif que Kant ne retiendra pas pour fonder le devoir. Donc, on le regarde rapidement ensemble, l'impératif hypothétique, parce que ça va aider à comprendre la suite, mais vous pouvez tout de suite retenir que c'est pas cet impératif-là que Kant va retenir. Ce qu'il appelle impératif hypothétique, c'est une raison stratégique. Donc, l'impératif, c'est ce qui doit être fait. Lorsqu'il est hypothétique, c'est qu'on doit le faire, mais dans l'hypothèse qu'on veut obtenir autre chose. Donc, l'impératif hypothétique a la forme de on doit faire telle chose si on veut telle autre chose. Donc, c'est un impératif ou un devoir qui est finalement du même ordre que l'évaluation des conséquences. C'est si je veux
atteindre tel objectif, atteindre tel but, obtenir tel résultat, alors je devrais me comporter de telle ou telle façon. Et ce qui va servir de critère dans ces cas-là, c'est un critère d'efficacité. Est-ce que la manière présentée, la manière de faire, elle est efficace ou non? C'est ce qui va venir trancher. Euh, Exemple d'impératif hypothétique. Ça va être, par exemple, une raison stratégique dans des sports, dans des jeux. Euh, Quelqu'un qui est en train de jouer un jeu, un sport, etc., pourrait dire, bon, ben, quand les positions sont dans tel ordre, ben, la meilleure stratégie, c'est d'agir de telle ou telle façon. Là, on pourrait dire, on doit agir de telle façon. L'entraîneur, par exemple, qui dit ça, pourrait dire, ben, tu dois agir de telle façon, mais on doit agir dans l'objectif de remporter, d'avoir tel gain, d'avoir tel positionnement, etc. Donc, impératif hypothétique, c'est ce que Kant va aussi appeler une raison instrumentale ou une raison stratégique. Aujourd'hui, on n'utilise pas plus beaucoup l'expression de raison instrumentale. Raison stratégique dit peut-être mieux de quoi il est question. Il s'agit tout simplement d'utiliser la raison, mais pour voir si le moyen est une bonne stratégie ou est un bon instrument pour obtenir ses buts ou ses fins. Donc, pour Kant, en termes stratégiques ou instrumental, c'est légitime. C'est pas forcément mal, c'est pas forcément mauvais. Sauf que pour Kant, quand on est dans ce type d'impératif-là, on le fait toujours en fonction des conditions, en fonction des contextes, en fonction des objectifs. Donc, pour lui, on ne pourra jamais avoir un devoir universel dans la catégorie impératif hypothétique. Donc, Kant va mettre ce type de devoir-là entre parenthèses ou de côté pour ce qui est de l'évaluation éthique. Il va le réserver à des évaluations stratégiques, des évaluations d'objectifs. Mais pour ce qui est de l'évaluation éthique, pour Kant, il va falloir qu'il ait cherché dans un autre type d'impératif ou un autre type de devoir. Donc, c'est l'autre catégorie qui appelle un impératif, non pas hypothétique, mais catégorique, donc que vous avez dans les notes de cours aussi. L'impératif catégorique, là, si on clarifie les deux termes, impératif, c'est ce qu'on doit faire. Quand il était hypothétique, c'est qu'on doit le faire dans l'objectif de. Si on veut, alors on doit. L'impératif catégorique, c'est quelque chose qu'on doit faire, selon Kant toujours, qu'on doit faire, mais de façon catégorique, c'est-à-dire de manière indépendante des contextes, indépendante des buts, de manière indépendante des conséquences qui vont découler de tel ou tel choix, de tel ou tel contexte. Donc, l'impératif catégorique, c'est ce qui devrait être fait ou ce qui mériterait d'être fait parce que, dans le fond, ça aurait de la valeur en soi, de manière indépendante des contextes, des objectifs, etc. Donc, c'est ce type d'impératif-là que Kant va vouloir utiliser pour essayer d'évaluer les choix éthiques dans une perspective déontologique, c'est-à-dire détachée des conséquences. Donc ça vient clarifier la perspective de Kant. Je simplifie énormément, mais ça donne comme le point de départ. Donc la question, à partir de là, qui se pose dans la perspective de Kant, c'est comment dans le fond, s'assurer qu'on est en présence d'un devoir au sens d'un impératif catégorique. Donc, ce qui reste à faire, c'est, pour Kant, se donner une méthode pour établir des impératifs catégoriques, pour établir, dit plus simplement, des devoirs avec une valeur éthique au sens de Kant, et non pas au sens des utilitaristes qui évaluent les conséquences. Donc, Kant va se donner, je simplifie là encore, mais Kant va se donner, dans le fond, 3 filtres ou 3 critères. C'est 3 critères, mais filtre, l'image est peut-être parlante, là. On va se dire, si on peut passer au travers des 3 critères ou des 3 filtres, on est en présence d'un devoir qui doit être considéré comme un impératif catégorique d'un point de vue éthique. Et si ça bloque à un des critères ou à un des filtres,
alors c'est contraire à un devoir, ce n'est pas un devoir. Donc, vous avez les trois filtres. Vous avez ça dans les notes de cours à la page 37. Donc, page 37, quand c'est écrit trois formulations ou trois règles ou trois filtres pour l'impératif catégorique, c'est les trois éléments que je vous mentionnais là et qui servent à établir les devoirs d'un point de vue éthique dans la perspective strictement déontologique de Kant, qui est opposée, là, ou en tout cas différente de celle des utilitaristes. Premier filtre, je vais prendre l'image de filtre. Premier filtre, c'est une règle d'universalisation. Donc, ce qu'il s'agit de faire au départ, c'est, supposons qu'on se met en situation concrète, on est face à un choix éthique. Supposons qu'on peut faire A ou on peut faire B. Donc, la première chose à faire, c'est reformuler les choix sous forme de règles d'action, c'est-à-dire sous une forme où c'est tout simplement pour faire un test ici, mais pour faire comme si c'était une règle d'action, comme si c'était un devoir, entre guillemets. Pour Kant, on ne sait pas encore si ça va être un devoir, c'est pour ça qu'il appelle ça plutôt une règle d'action, mais il s'agit de tester. Donc, supposons, j'ai le choix entre A et B. Donc, dans le problème éthique, je pourrais dire, on peut faire A ou on peut faire B. Donc, la première étape, c'est reformuler tout simplement comme si c'était des règles d'action. Donc, le on peut faire A devient on doit faire A, puis le on peut faire B devient on doit faire B. Ensuite, il s'agit de prendre les deux choix reformulés sous forme de règles. On doit faire A, puis on doit faire B. On prend chacun des choix, on regarde, premier choix, ce qui passe au travers des trois filtres. On doit faire A. Si ça passe au travers des trois, ça devient un devoir, au sens de Kant. Si ça bloque à un des trois, c'est pas un devoir ou c'est même contraire au devoir. Ensuite, on fait la même chose avec le deuxième choix, qu'on formule sous forme de on doit. Est-ce que le on doit passe au travers des trois filtres? Si oui, c'est un devoir. Sinon, c'est contraire à un devoir. Donc, première étape, face à un problème éthique, on prend les choix, on les formule sous forme très générale. On doit faire ceci ou cela. Et après ça, on teste pour valider est-ce que ça passe au travers des trois filtres. Donc là, je vous donne les trois filtres qui sont à la page 37. Premier filtre, universalisation. Donc, on prend la règle d'action qu'on veut tester, valider, et on fait comme si elle devenait universelle. Donc, c'est un filtre, disons, sous forme d'exercice de pensée, c'est-à-dire, il s'agit de voir, supposons que demain matin, la règle d'action était suivie de façon universelle. Kant sait très bien que même si une règle est éthiquement valable d'un point de vue universel, ça ne veut pas dire que demain matin, tout le monde va la suivre. Les gens vont continuer à faire des fautes, vont continuer à manquer de volonté, vont continuer à se tromper, etc. Donc, quand il parle du critère d'universalisation, il ne s'imagine pas que d'un point de vue sociologique ou statistique, demain matin, tout le monde va universellement suivre une règle, même si elle est bonne. Il s'agit juste de faire le test. Qu'est-ce qui se passerait si tout le monde suivait ça? Donc, en principe, si le devoir est valable d'un point de vue éthique, il ne devrait avoir aucun problème à ce que tout le monde suive la règle. Donc, d'où le fait de tester comme ça, sous forme d'exercice de pensée, qu'est-ce qui se passerait. Et il va y avoir trois cas où la règle est à rejeter quand on imagine qu'est-ce qui se passerait si c'était suivi de façon universelle. Donc, premier cas où la règle était à rejeter, c'est si en s'imaginant que c'est une règle universelle, on se rend compte que ça devient impossible à faire du seul fait que tout le monde est obligé de la suivre. Il n'y a qu'un type de cas qui entre dans cette catégorie-là pour Kant, c'est ce qui va toucher la tromperie. Mentir, tromper, etc. Pourquoi? Tout simplement parce que si ça devient un devoir de tromper, il n'y a plus la possibilité de tromper. J'y vais avec un exemple extrêmement simple.
Supposons qu'on a le choix, face à un problème éthique, entre dire la vérité ou mentir. Première étape, je prends les deux choix. Je peux mentir ou je peux dire la vérité. On le fait comme si c'était des règles d'action pour valider. Donc, le choix, on pourrait mentir. On le formule pour tester sous forme de règles d'action. Donc, on doit mentir. Premier critère, premier filtre, on regarde qu'est-ce qui se passe si de façon universelle, tout le monde doit suivre la règle on doit mentir. Ben là, Kant remarque que ça devient tout simplement impossible de mentir ou impossible de tromper si on est obligé de tromper. Si vous savez que j'ai l'obligation de vous tromper, ben vous savez que ce que je vous dis ne serait pas fiable. Si vous savez que je suis obligé de vous mentir, vous ne pouvez pas être trompé, vous savez que j'essaie de vous tromper, vice-versa. Donc, ça, c'est le premier cas. Kant va dire si le simple fait d'être obligé de suivre une règle fait en sorte qu'elle est impossible à accomplir, ça ne peut pas être une bonne règle, elle est à rejeter d'un point de vue éthique, mais d'un point de vue pratique, je vous dirais, c'est mentir, tromper qui entrent dans cette catégorie-là. Il n'y a pas vraiment d'autres cas qui entrent dans cette catégorie-là. Donc, ça, c'est le premier cas où la règle est à rejeter. Deuxième cas, c'est si le fait d'imaginer que la règle devienne universelle et que tout le monde est obligé de suivre la règle, si ça fait en sorte que ça engendre tout simplement la destruction de l'humanité, ben la règle est à rejeter. Puis, pas besoin d'une grande démonstration. Là. On comprend bien pourquoi c'est pas souhaitable d'un point de vue moral ou éthique si ça détruit l'humanité. Donc, je prends un exemple simple encore. Supposons qu'il y a une possibilité face à un choix, puis on pourrait tuer quelqu'un. Si on fait une règle d'action, on doit tuer. Premier filtre, universalisation. Qu'est-ce qui se passe si tout le monde a l'obligation de tuer? Ben, tôt ou tard, ça détruit l'humanité si tout le monde est obligé de tuer constamment. Donc, ça va finir qu'il faut rester une personne qui ne peut pas se reproduire. Ça vient de finir. Même chose d'un point de vue kantien, là, du point de vue de Kant, si on se demande est-ce que le suicide est acceptable moralement, la réponse de Kant serait non, pour les mêmes considérations. C'est que si on essaie d'universaliser, on doit se suicider. Si tout le monde a le devoir de se suicider, ça détruit l'humanité. Donc, pour Kant, la règle est à rejeter. Donc, premier filtre, universalisation. Si le fait d'être obligé tout le monde à suivre la règle rend la règle impossible, elle doit être rejetée. C'est le cas du mensonge. Deuxième cas, c'est si le fait que tout le monde doit suivre la règle engendre à terme la destruction de l'humanité, tuer, se suicider, la règle est à rejeter. Troisième type de situation qui est un peu moins tranché, c'est si on a des bonnes raisons de croire que le simple fait d'être obligé de façon universelle à suivre la règle viendra engendrer, dans le fond, des éléments contraires aux intérêts fondamentaux de l'humanité. Donc, le fait que tout le monde doive suivre la règle ne détruirait pas au sens littéral l'humanité, mais on a des bonnes raisons de penser que ça serait à l'encontre des intérêts fondamentaux de l'humanité. Deux exemples simples. Humilier une personne ou intimider une personne. Si on le formule sous règle d'action, supposons que ça devient une règle d'action, on doit humilier les autres ou on doit intimider les autres. Si on essaie d'universaliser, on imagine qu'est-ce qui se passe si tout le monde, demain matin, avait le devoir d'intimider ou d'humilier. Ça ne serait pas impossible. Ça ne détruirait pas l'humanité, mais on a des bonnes raisons de penser que ça serait contre les intérêts fondamentaux de l'humanité si demain matin, tout le monde se mettait à humilier les autres ou à intimider les autres. Donc, premier filtre pour Kant, universalisation. C'est un exercice de pensée. On s'imagine qu'est-ce qui se passe si le choix éthique était une règle d'action
et que tout le monde était soumis à cette règle d'action-là. On doit rejeter la règle d'action comme étant contraire à un devoir éthique si elle rencontre une des trois conditions que je viens de mentionner. C'est impossible à faire, c'est à rejeter. Ça détruit l'humanité, tuer, se suicider, c'est à rejeter. Ça va contre les intérêts fondamentaux de l'humanité, humilier, intimider, polluer, c'est à rejeter. Polluer sera un autre cas. Si on envoie nos cochonneries dans le fond d'un lac, ça ne détruit pas nécessairement l'humanité de façon automatique, mais évidemment, c'est pas en faveur des intérêts fondamentaux de l'humanité. Donc, dans les trois cas, c'est sûr, si c'est impossible, comme je mentionnais, il n'y a que le cas de la tromperie ou du mensonge, c'est assez clair. Si ça détruit l'humanité, c'est tranché, là. Tuer, se suicider, il n'y a pas d'interprétation là-dedans, on le voit clairement. Le troisième cas, être contre les intérêts de l'humanité, là, il y a un peu plus d'interprétation. Donc, selon les situations, si on sent que ça prête plus à interprétation, on peut le justifier, mais il y a des cas où on le voit bien, c'est intimidé, on comprend que c'est pas dans les intérêts de l'humanité. Si on est moins sûr, est-ce que c'est dans les intérêts ou non, là, on peut le justifier davantage. Mais habituellement, on le voit quand même assez bien. Donc, ça, c'est le premier filtre. Deuxième filtre, c'est la règle de naturalisation. Règle de naturalisation, si je simplifie là, ce que ça dit, c'est là aussi un exercice de pensée, c'est s'imaginer que la règle est similaire à une loi de la nature. Donc, c'est peut-être le truc là, pour retenir le terme de naturalisation, c'est loi de la nature. Qu'est-ce que c'est qu'une loi de la nature? C'est ce qu'il y a dans les sciences de la nature. Là. Par exemple, la gravité. Ben, la gravité, c'est une loi de la nature. Qu'est-ce qui se passe avec ce filtre-là? Qu'on s'imagine pour Kant comme si la règle d'action était analogue ou similaire à une loi de la nature. Il y a deux choses. Première chose, c'est qu'une loi de la nature se passe tout le temps. La gravité, pour faire le parallèle, ben, ça ne s'applique pas juste les jours pairs ou impairs, ou je ne sais pas trop, quand il fait beau ou quand il pleut. La gravité s'applique tout le temps. Donc, c'est imaginer si la règle s'applique tout le temps. Cet aspect-là, c'est exactement la même chose que l'universalisation. C'est juste formulé différemment, mais ça revient exactement à la même chose. L'universalisation, c'est imaginer si tout le monde devait suivre la règle, puis dire, s'imaginer si c'est une loi de la nature qui se passe tout le temps, ça revient au même. L'autre aspect dans les lois de la nature, c'est qu'on peut les étudier, on peut les connaître. La gravité, non seulement s'applique tout le temps, mais on peut trouver quelle est la loi de la gravité, quelle est la formule pour calculer la gravité, pour faire calculer l'attraction, pour calculer des forces en physique. Donc, toute loi de la nature, on peut les connaître, on peut les étudier. Donc, deuxième critère de Kant, naturalisation, qu'est-ce que ça va ajouter par rapport à l'universalisation qu'il n'y avait pas? C'est l'idée d'essayer de s'imaginer, là aussi c'est un exercice de pensée, qu'est-ce qui se passerait si tout le monde pouvait savoir ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait. Donc, qu'est-ce qui se passerait si tout le monde pouvait savoir tout ce que j'ai fait, mais aussi quelles sont les raisons véritables pour lesquelles je l'ai fait. Donc, c'est un test pour Kant des intentions. C'est-à-dire, si pour une quelconque raison, je sens que je serais mal à l'aise si tout le monde fait savoir ce que j'ai fait, mais pourquoi je l'ai fait, pour Kant, la règle est à rejeter. S'il n'y a aucun problème, ben, la règle passe. Donc, c'est un test au niveau des intentions. Euh, Par exemple, La Rochefoucauld disait qu'on aurait, plusieurs personnes en auraient souvent honte de nos plus belles actions si les gens savaient les motifs profonds qui nous ont motivés. C'est-à-dire, si je rends service, c'est une bonne action, mais si je rends service pour faire du chantage ou pour exploiter la personne ou pour faire en sorte que je me dise, ben, je vais lui faire sentir qu'elle m'en doit une, etc., ben, c'est pas des motifs très nobles, probablement qu'on serait gêné de ça. Donc, c'est ce genre de cas-là que Kant vise avec cette règle-là. C'est qu'il veut tout simplement dire, la règle doit être correcte,
Mais les intentions qui accompagnent la règle doivent aussi être correctes. S'il y a des mauvaises intentions, c'est pas valable éthiquement. Euh, pour faire un parallèle avec ce qu'on avait vu quand on regardait les stades de Kohlberg. Dans les stades de Kohlberg, il y a différents stades. Par exemple, on peut respecter les limites de vitesse. Mais si la seule raison pour laquelle je respecte les limites de vitesse, c'est parce que j'ai peur de prendre une contravention, euh, c'est un stade punition-récompense. Ça correspond à 10 ans d'âge mental. Si je suis incapable de voir d'autres raisons que la peur de la contravention, c'est un peu embarrassant, c'est un peu gênant. On ne voudrait pas nécessairement que les gens sachent que notre seule raison d'agir, c'est la peur d'une contravention, qu'on est incapable de comprendre que si on passe à 100 km/h dans une zone scolaire, c'est aussi dangereux. Bon, ben, ça, c'est similaire chez Kant. C'est il veut que la règle soit correcte. Si je fais le parallèle, respecter les limites de vitesse, c'est correct. Mais c'est peut-être gênant si je les respecte seulement et uniquement par peur de la police. Si je suis incapable de comprendre qu'il y a des bonnes raisons derrière ça. Donc, je reprends pour Kant, il s'agit de voir quand est-ce qu'on est en présence d'un devoir au sens d'un impératif catégorique, parce qu'il sait que ce qu'on entend comme devoir peut varier d'une personne à l'autre. Face à des choix, on formule sous forme de règles d'action, on les passe au travers de 3 filtres. Premier filtre, universalisation. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde doit suivre la règle. On rejette si c'est impossible, si ça détruit l'humanité, si c'est contre les intérêts de l'humanité fondamentaux. Deuxième filtre, deuxième règle, naturalisation. Ce que ça ajoute, c'est de voir les intentions. Et de façon pratique, on imagine, ben, si tout le monde peut savoir ce qu'on fait, la règle, mais surtout les raisons derrière ça, est-ce qu'on serait gêné? Si la règle est correcte, en principe, parce que c'est rendre service à quelqu'un, mais si c'est avec des mauvaises intentions, rendre service pour exploiter la personne, ça passe pas. C'est pas éthique d'un point de vue kantien, même si c'est correct de rendre service, parce que ce serait l'exploiter après. Troisième, dernière règle ou dernier filtre pour tester, ici, c'est le principe de réversibilité ou ce que Kant appelle des fois aussi principe pratique. Donc, principe pratique, principe de réversibilité, c'est la même chose. Critère de réversibilité, c'est la même chose. Euh, la, la règle ici, ou le filtre, dit que on ne doit pas utiliser l'autre seulement comme un moyen, on doit aussi le respecter comme un individu à part entière ou une fin en lui-même. La formulation que vous avez dans les notes de cours, c'est ne pas réduire l'autre qu'à un moyen, mais le respecter comme une fin en lui-même. Une fin en lui-même, c'est comme, disons, vu qu'on parle de personne, c'est comme quelqu'un qui a ses propres objectifs, ses propres finalités, donc tout le terme de fin, ses propres finalités, donc respecter sa dignité. C'est pour le simplifier, là, je suis certain que vous avez déjà entendu ça, c'est l'idée assez commune là, de dire faisons pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas que les autres nous fassent. C'est ce filtre-là chez Kant. Euh, L'idée ici, c'est Kant dit on ne doit pas réduire l'autre seulement qu'à un moyen, on doit le respecter comme individu. Mais la nuance pour Kant, c'est qu'il ne va pas dire on ne doit pas utiliser l'autre comme un moyen. C'est qu'il va dire on ne doit pas l'utiliser seulement comme un moyen. Et cette nuance-là, elle est importante pour Kant parce que il y a un principe, dans le fond, de réalité. C'est que Kant se dit, si on analyse correctement les choses de façon claire, honnête, on devrait prendre conscience que jusqu'à un certain point, on utilise toujours les autres comme des moyens en partie. Et c'est pas forcément mauvais. Je vous donne des exemples très simples. Si on va, j'allais dire, si on va dans un magasin acheter des chaussures, là, on peut même plus aller en acheter, mais supposons que le confinement est terminé, on va acheter des souliers dans un magasin. Bien, jusqu'à un certain point, on utilise le vendeur comme un moyen
pour avoir l'info qu'on veut, pour aller nous chercher la bonne pointure, par exemple. Et le vendeur, réciproquement, nous utilise comme un moyen pour faire des ventes. Mais dans ça, dans cet échange-là, il n'y a rien d'incorrect par principe. C'est tout à fait correct. Le vendeur ne se sentira pas insulté qu'on l'utilise comme un moyen pour faire un achat. Puis nous, on ne se sentira pas insulté qu'ils nous utilisent comme un moyen pour faire une vente, parce que c'est le principe même de l'acte d'achat. C'est la même chose, par exemple, par rapport à par rapport à votre employeur. Ben, jusqu'à un certain point, vous utilisez votre employeur comme un moyen pour avoir un revenu, puis votre employeur vous utilise comme un moyen pour produire des choses, pour rendre des services, pour etc., là, selon le travail. Donc, Kant est conscient que jusqu'à un certain point, dans les relations humaines, on utilise les autres comme des moyens et c'est pas forcément incorrect. Ça fait tout simplement partie des interactions sociales que les autres soient utilisés en partie comme des moyens. C'est le principe même de fonction sociale ou de rôles sociaux. Dans la fonction sociale, dans un emploi, par exemple, ben, on est utilisé comme un moyen jusqu'à un certain point. Mais ça reste acceptable tant qu'on n'est pas exploité. Le point où ce n'est plus acceptable, c'est quand on est exploité. Donc, dans le troisième filtre, le point pour Kant, c'est de voir à partir de quand l'utilisation qu'on fait des autres reste dans le domaine acceptable et à partir de quand ça franchit une limite où ce n'est plus acceptable. Et Kant va dire, ben, la façon la plus simple pour le valider, c'est tout simplement d'imaginer qu'on inverse les rôles. Donc, d'où la formulation qu'on connaît tous, que vous avez déjà entendue, j'en suis certain, pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas que les autres nous fassent. Pour Kant, c'est tout simplement la façon pratique de valider si j'aimerais pas que les autres me fassent ce que je vais leur faire, c'est que je les réduis trop à des moyens. Si ça me dérangerait pas qu'ils me fassent ce que je vais leur faire, ben ça veut dire que ça reste dans des zones acceptables. Donc, je reprends. Pour Kant, il y a 3 filtres pour valider si on est en présence d'un devoir ou contre un devoir. Premier filtre, universalisation. On imagine qu'est-ce qui se passerait si tout le monde suivait la règle. Deuxième filtre, naturalisation. On essaie d'imaginer qu'est-ce qui se passerait si tout le monde connaissait nos intentions lorsqu'on accomplit une règle. Est-ce qu'on aurait honte ou ça ne dérangerait rien? Ça ne dérangerait pas. Troisième filtre, réversibilité, pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'ils nous fassent, donc ne pas les réduire trop à des moyens. Une fois qu'on a ça, bien, on peut avoir un devoir pour Kant. Donc, supposons qu'on est face à un problème éthique, 2 choix. Je peux faire A, je peux faire B. On formule sous forme de règle. On doit faire A, on doit faire B. Je prends le on doit faire A. Est-ce que ça passe au travers de l'universalisation? Si oui, est-ce que ça passe au travers de la naturalisation? Si oui, est-ce que ça passe au travers de la réversibilité? Si oui, comme ça passe au travers des 3 filtres, c'est un devoir qui devrait toujours être accompli pour Kant. Si ça ne passe pas au travers des 3 filtres, ce n'est pas un devoir pour Kant. Donc, ici, j'attire votre attention sur le fait que dans cette perspective-là, si on considère qu'une règle d'action est un devoir pour Kant, une fois qu'on l'a établi, ça doit s'appliquer tout le temps. C'est le principe opposé, ou l'approche, disons, opposée à l'approche utilitariste. Pour les utilitaristes, il n'y a pas une règle d'action qui doit toujours être accomplie. C'est au cas par cas, on fait le calcul, est-ce que les résultats nous rapprochent de l'objectif de maximisation du plus grand bonheur pour du plus grand nombre ou pas. Alors que dans la perspective déontologique de Kant, ou éthique du devoir, disons, de Kant, ce qu'on devrait faire, c'est une fois qu'on établit qu'une chose est un devoir, ça doit toujours être fait de façon indépendante des circonstances. Donc, je vous donne une application concrète. On va le voir
un peu mieux. Supposons, puis là, je vais prendre un cas très simple, mentir. Bien, supposons que j'ai le choix de dire la vérité ou mentir. Kant dirait, on prend les deux choix, dire la vérité ou mentir, on essaie de valider. Premier choix, on peut mentir si on le formule sous forme de règle d'action. Ça devient on doit mentir. Si tout le monde doit mentir, universalisation, ça devient impossible parce que les autres savent qu'on veut les tromper. Mais même si ce n'était pas impossible, si tout le monde doit mentir, c'est pas dans les intérêts de l'humanité. Donc, c'est pas un devoir. Donc, on ne doit jamais mentir pour Kant. À l'inverse, dire la vérité dans la perspective de Kant. Si on imagine une règle d'action, on doit dire la vérité. Bon, ben, universalisation. Si tout le monde doit dire la vérité, c'est pas impossible, ça détruit pas l'humanité, puis c'est pas contre les intérêts fondamentaux de l'humanité. Naturalisation, est-ce que c'est honteux de dire la vérité? Ben non, fait que ça passe. Réversibilité, ben si je dis la vérité, est-ce que je serais offusqué qu'on me dise la vérité plutôt que de me tromper, de me mentir? Ben non, au contraire, je souhaiterais probablement qu'on me dise la vérité, donc ça passe aussi. Dans un cas comme ça, donc, ça veut dire que pour Kant, dans sa perspective, on devrait toujours dire la vérité et on ne devrait jamais mentir. Remarquez le contraste par rapport à l'utilitarisme. Un utilitariste, règle générale, va dire on doit dire la vérité parce que règle générale, ça maximise le plus grand bonheur du plus grand nombre d'avoir la confiance, ce qu'on risque de perdre si on ne dit pas la vérité. Mais dans certaines circonstances, un utilitariste pourrait dire c'est mieux dans ce cas-ci de mentir, ça va avoir des meilleures conséquences, supposons. Alors que pour Kant, c'est toujours mauvais. Donc, application de la théorie de Kant, si vous gardez en tête les trois filtres, l'application, elle est très simple. Parce que face à un problème éthique, on prend chacun des choix, on le formule sous forme de règle d'action, on regarde si ça passe au travers des trois filtres. Si c'est un devoir, si ça ne passe pas au travers des trois filtres, c'est pas un devoir. Donc là, ça fait disons, une petite synthèse là, pour pouvoir appliquer la théorie. Je vous mentionne évaluation critique de la théorie. Donc, quelles critiques sont formulées à l'égard de l'éthique du devoir de Kant? Et ensuite, on va regarder aussi des alternatives qui ont été proposées qui comportent aussi, par contre, des critiques. Donc, vous avez ça dans le bas de la page 38 et à la page 39 de vos notes de cours. Principale critique adressée à la théorie de Kant, c'est qu'il peut y avoir des conflits entre différents devoirs. La critique a été formulée par Benjamin Constant, qui est un écrivain, entre autres. Il n'est pas le seul là, à l'avoir formulé, la critique, mais il y a entre autres lui qui l'a formulé. Donc, je vous donne l'essence de sa critique, c'est qu'il dit, bon ben, supposons que un de vos amis a une dette, se fait poursuivre par des gens parce qu'ils ne remboursent pas sa dette et ils veulent, supposons, lui casser les jambes. Cet ami-là vient se réfugier chez vous, il frappe à votre porte, il s'en va se cacher dans le sous-sol. Arrivent les individus avec un bat de baseball, supposons, ils veulent lui casser les jambes et ils vous disent « Avez-vous vu cet individu-là? » Bien, pour Kant, il faudrait dire la vérité. Donc, il faudrait pouvoir, à ce moment-là, il faudrait pouvoir